Bonjour à tous, bonjour Pascal. Bonsoir Jean-Marc. Et bienvenue dans ce journal du lundi 23 juin. Au sommaire, les entreprises de travaux publics dans la tourmente, les intermittents du spectacle et les précaires qui s'invitent au conseil régional. Et enfin, notre invité, Stéphane Straub, qui vient nous parler de la Coupe du Monde et de l'absence ou non d'impact socio-économique qu'elle aura sur le Brésil. Bonsoir. Bonsoir. Depuis 2007, l'activité des entreprises de travaux publics est en baisse. Les chefs d'entreprise en appellent aux élus locaux pour les soutenir, d'autant que l'État a diminué de 11 milliards d'euros ses dotations sur les budgets d'entretien, de construction, d'infrastructures et de réseaux des collectivités territoriales. Vu de Toulouse et de sa région, le tableau est sombre. Les 2840 établissements de travaux publics en Midi-Pyrénées réalisent 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Malheureusement, quand la commande publique diminue, ce sont les emplois par effet domino qui tombent. Si rien ne se passe, on peut considérer sur la région qu'on atteindra des baisses effectives de l'ordre de 10% à peu près de façon assez brutale. La profession représente à peu près 13 000 à 13 500 salariés, si on intègre la population des collaborateurs intérimaires, ce qui correspond à environ 1000 à 1500 emplois qui pourraient rapidement disparaître de nos entreprises. Des carnets de commandes inférieurs à 30% par rapport à l'an dernier. Un mois de septembre qui s'annonce catastrophique. Les entreprises de travaux publics tirent la sonnette d'alarme au-delà de leur cœur de métier. 1 million d'investis dans les travaux, ça représente à peu près une dizaine d'emplois créés, 8 emplois à peu près en moyenne au niveau national. Plus 12 emplois annexes, que ce soit dans les services logistiques, hôtellerie, restauration, donc c'est quand même pas tout à fait négligeable. Mais au-delà de ces problématiques d'emploi, il faut aussi rappeler que les infrastructures en bon état, c'est ce qui permet à un pays de continuer à assurer sa croissance, son développement économique. Il ne faut pas se cacher derrière la bonne qualité des autoroutes, par exemple, et plutôt se focaliser également sur les routes de deuxième ou troisième catégorie, voire certaines routes nationales qui sont aujourd'hui dans un état déplorable d'entretien. Comme nouvelle source de financement, les entreprises de travaux publics en appellent à la taxe poids lourd, ex-écotaxe. Je trouve quand même surprenant de voir ces flots de camions étrangers qui utilisent les infrastructures routières importantes, que ce soit, je sais pas moi, la RN21, la RN10, de manière continue, gratuite. Quand c'est gratuit, c'est payé par le contribuable français. Ces infrastructures connaissent des niveaux de dégradation qui sont importants, voire dangereuses, que rien n'est fait pour y remédier et que l'écotaxe était effectivement une façon de répondre au moins en partie à ce problème. Et dernière solution, cette fois-ci totalement étonnante, l'État baisse ses dotations, les entreprises diminuent la garantie de leurs travaux. On est aussi tout à fait à même de proposer des solutions techniques qui permettent peut-être de faire des entretiens low cost, entre guillemets low cost, qui offrent peut-être des durées de vie moins importantes que des entretiens classiques, mais qui permettent de pallier une situation difficile pendant un temps donné. Low cost ou non, les travaux publics ne représentent pas que la voirie. Ce sont l'éclairage, la collecte des eaux usées, les barrages, les équipements sportifs, l'acheminement du gaz et de l'électricité, bref, notre vie quotidienne. Les intermittents du spectacle et précaires ne baissent pas les armes et luttent toujours pour défendre leur régime d'indemnisation chômage. Et oui, Pascal, nouvelle mobilisation des intermittents du spectacle et des précaires de Midi-Pyrénées. En début d'après-midi, à l'hôtel de région, Martin Malvy devait présenter le nouveau guide des festivals et sorties en Midi-Pyrénées en présence des acteurs du tourisme et de la culture. La présentation n'a pas pu avoir lieu, bloquée par les manifestants qui ont été reçus et se sont exprimés. Reportage de Marie Larpan et de Alain Sorat. Grille d'entrée fermée, tous les accès au conseil régional bloqués. Pour les intermittents et précaires, la présentation du nouveau guide des festivals et des sorties en Midi-Pyrénées, c'était l'occasion à ne pas rater de faire entendre leurs revendications. La centaine de manifestants a été reçue et entendue. Je leur ai dit que j'avais à plusieurs reprises, d'ailleurs déjà saisi depuis un mois, à la fois le ministre de l'Emploi, le ministre de la Culture, qui m'ont dit les difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Parce que notre système fonctionne sur la base du paritarisme et lorsque les syndicats signent avec les organisations patronales, ça devient la règle. Et la conviction que j'ai, qu'il faut prendre l'occasion proposée par Manuel Valls, il faut la saisir pour s'asseoir autour de la table, même si à l'arrivée, il n'y avait pas d'accord.
Mais quand on est dans une situation de crise, lorsqu'un dialogue est ouvert, alors il faut répondre à ce dialogue. Dans la salle, des organisateurs de festivals ont écouté les prises de parole de la coordination. L'été s'annonce difficile. Cet été, nous sommes partenaires avec Circa, le pôle national des arts du cirque, et l'IDO, l'école régionale et européenne du cirque de Midi-Pyrénées fait son cirque en Avignon. Et là, on est dans une situation complètement schizophrénique, que j'assume sans assumer, c'est très compliqué. Cette opération, on la monte pour que des compagnies soient vues par des professionnels et gagnent leurs 2-3 prochaines saisons à venir. Est-ce que c'est à nous de décider d'annuler pour des équipes qui viennent là jouer leur économie pour 2 ou 3 saisons? 2, on est plutôt d'accord avec ce qu'essaye de défendre la coordination des intermittents et des précaires. On se dit qu'il faudrait annuler. Et si on fait ça, c'est nos structures qu'on met en difficulté. Invités au buffet pour continuer l'échange, les manifestants ont décliné. Nous aurions été friands de la prise de position d'un certain nombre de personnes qui sont sur des lieux, sur des festivals, etc. Et nous ne les avons pas eues. Voilà, donc non, ce n'est pas du tout satisfaisant. Et nous ne sommes pas du tout satisfaits de la prise de position de M. Malvy, qui utilise la langue de bois de tous les politiques, préserver le paritarisme, le sacro-saint paritarisme, qui n'est plus depuis longtemps du paritarisme, puisque c'est le MEDEF qui décide de tout. Tout se passe dans les locaux du MEDEF. La coordination reste plus mobilisée que jamais dans les prochains jours. Manuel Valls aurait en effet prévu d'agréer la convention litigieuse signée le 22 mars, d'ici la fin de la semaine. Et puis intermittents plutôt Rio locaux, suite, mais sur le terrain politique, voire judiciaire, Jean-Luc Moudin a dit qu'il regrettait que l'État n'ait pas joué son rôle et que les forces de l'ordre ne soient pas intervenues pour empêcher les occupations illégales du site par les intermittents et précaires durant le festival. À ce titre, il a donc indiqué vouloir réclamer une indemnisation de la part de l'État. Rappelons qu'une soirée avait été annulée et que les intermittents avaient obtenu la gratuité du festival. Le manque à gagner pour la municipalité s'élèverait à plusieurs centaines de milliers d'euros. Une noyade a été évitée de justesse ce week-end à la piscine Chapou de Toulouse. Hier, dimanche, vers 16 h, un enfant a échappé à la vigilance de ses parents. Il a été sorti de l'eau in extremis par les maîtres nageurs et évacué sur un brancard par les pompiers en direction de l'hôpital Purpan. La piscine a été évacuée, fermée pour le reste de la journée. Alors, pourra-t-on prendre l'avion demain, Pascal? 20% des vols seront annulés demain donc à l'aéroport de Toulouse en raison d'une grève lancée par un syndicat minoritaire de contrôleurs aériens prévue jusqu'à dimanche. Les contrôleurs aériens qui protestent contre les moyens trop faibles accordés à la navigation aérienne pour 2015-2019. Selon le secrétaire d'État au transport, environ 75% des vols devraient être assurés en moyenne pendant la semaine. Air France a indiqué pour sa part qu'elle prévoyait d'assurer la totalité de ses vols long courrier à 90% et de ses vols courts et moyens courrier. Coupe du Monde, après ces 2 magnifiques victoires, dont la dernière vendredi soir face aux Suisses, l'équipe de France est quasiment assurée de disputer les 8e de finale. L'Algérie pourrait limiter. Hier soir, les Fennecs ont battu la Corée du Sud 4-2, une victoire historique. Juste après le journal, à 19h25, dans Côté Sport, Samuel Prieur reviendra sur ces 2 temps forts du mondial, avec notamment parmi ses invités Mehdi Makouri. Il est joueur de foot au Giroud FC, supporter des Bleus et de l'Algérie. On l'écoute. On n'avait pas vu ça depuis 32 ans, c'est ça? Je crois que c'était la Coupe du Monde 82, la dernière victoire de l'Algérie. Et hier, voilà, j'ai la chance, moi, d'avoir et la France et l'Algérie. Hier, j'ai vibré, j'ai vu une super équipe d'Algérie qui n'a pas joué contre nature. Je crois hier, ils ont joué vraiment leur jeu. Et oui, ils avaient joué contre la Belgique, ils avaient perdu après avoir ouvert le score. C'est ça, ils ont passé leur temps à défendre. Là, par contre, ils ont joué côté offensif. Voilà, on a trouvé, j'ai trouvé 2 super joueurs. Et d'ailleurs, ils marquent un super dernier but. C'est Brahimi et Fegouli que j'ai trouvé. Ouais, Brahimi et Fegouli ont vraiment marqué ce match de leur empreinte. Ouais, je crois qu'ils ont, on le voit, ils ont apporté une touche technique et beaucoup de bonnes choses. Après, je suis fier aussi pour le peuple algérien. Moi, je suis né ici à Toulouse, mais j'ai de la famille encore là-bas. Et je pense que, comme tous les Algériens, voilà, c'était un sentiment de fierté hier et de joie parce qu'ils ont fait plaisir au football, ils ont marqué de jolis buts. Ils ne sont pas arrêtés de jouer sur la première mi-temps. Mais on voit bien que ces joueurs-là, c'est quand même des super manières de ballon. Ils savent jouer. Le dernier but, pour moi, est l'un des plus beaux de la Coupe du Monde depuis le début. Franchement, si c'est le Brésil qui le fait ou la France, on peut dire que c'est un super but. Non, mais très honnêtement, Xavier, si c'est une grande nation du football, je pense qu'on dit que c'est un super but. Pour moi, collectivement, c'est un super but. Les Fennecs devront confirmer contre la Russie, donc maintenant, jeudi 26 juin, ils ont leur destin entre leurs pieds.
Voilà, et tous les Toulousains ont pu entendre la joie des supporters franco-algériens avec les klaxons. On parle foot cette fois-ci, mais du côté politique et social avec vous, Stéphane Straub. Bonsoir, vous êtes donc professeur d'économie à l'UT1 Capitole. Et Pascal, on ne parle pas que de sport cette fois-ci. Non, on va faire un point sur la situation au Brésil avec vous, Stéphane, où les catégories les plus pauvres et les classes moyennes attendent vraiment des avancées importantes dans leur pays. Alors, est-ce que ces avancées sont donc en cours là, de réalisation? Qu'est-ce qu'ils attendent exactement pour améliorer leur quotidien? Je crois que si vous parlez aux Brésiliens aujourd'hui, il y a vraiment une sensation, c'est un pays effectivement dont on parle beaucoup, on a l'impression que c'est un pays émergent qui est en progrès, où il y a eu des avancées contre la pauvreté, c'est-à-dire avec des programmes de redistribution comme le programme Bolsa Familia qui est dirigé aux ménages les plus pauvres. Mais on est arrivé à un point où les inégalités sont encore très très fortes. À la fois entre les différentes régions et dans la population dans les grandes villes où on voit des populations dans les favelas extrêmement pauvres par rapport à des quartiers très riches, par exemple à Rio ou dans ces villes-là. Et maintenant, les gens attendent de passer à au stade suivant du développement qui est des politiques d'éducation accessibles pour tous, des politiques de santé. L'eau potable, d'eau, d'infrastructures, de transport, etc., qui sont vraiment les éléments qui font que le Brésil, qui finalement a eu une croissance assez médiocre dans les 10-15 dernières années, pourrait commencer à faire participer à ce progrès non seulement les 10% les plus riches, mais peut-être une vraie classe moyenne. Alors, est-ce que ces travaux qui ont été réalisés pour la Coupe du Monde, beaucoup de stades et d'infrastructures pour les transports, est-ce qu'ils vont être rentables selon vous ? Si vous voulez, le problème, c'est qu'on a annoncé des choses qui ne se sont pas réalisées. Quand Lula a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde, et on se rappelle l'image, Lula en pleurs à cause de l'émotion, et il avait promis qu'il n'y aurait pas un centime d'argent public investi dans la Coupe du Monde. Aujourd'hui, sur les 10 milliards d'euros à peu près qui ont été investis, en gros, un tiers, c'est de l'argent public brésilien. Or, cet argent-là, qui a été investi dans des stades et dans des infrastructures très spécifiques au mondial et qui ne vont pas forcément resservir après, il n'est pas dans les transports, encore une fois, etc. Et ensuite, si vous faites la liste des choses qui ont été promises, des trains, des tramways, de la rénovation urbaine, dans la plupart des grandes villes brésiliennes, en fait, aujourd'hui, il se trouve qu'elles ne se sont pas matérialisées. Donc voilà, on a entre les promesses, ce qui avait été annoncé au départ et ce qui finalement est réalisé aujourd'hui, il y a un gap. Mais est-ce que vous pensez de toute façon qu'il y aurait eu de l'argent dépensé s'il n'y avait pas eu de Coupe du Monde ? Donc finalement, cet argent va servir à quelque chose quand même. Le grand problème, si vous voulez, pour un économiste, c'est de dire, quel est l'impact d'une Coupe du Monde ? Il faudrait pouvoir comparer ça. L'impact sur 5 ans, sur 10 ans d'ailleurs. Ça aurait été fait sans la Coupe du Monde. Est-ce qu'une quantité équivalente d'argent aurait été investie dans des infrastructures, etc. C'est pour ça que l'exercice est très difficile, quoi. On peut en douter, évidemment. Peut-être que les investissements seraient faits de façon plus, on va dire, décente, ou peut-être logique, parce que c'est de l'indécence, c'est là qui ressort souvent dans la bouche des Brésiliens quand ils attendent ce genre de choses. On peut imaginer que les priorités auraient été différentes. Évidemment, si vous êtes un planificateur social et que vous essayez d'améliorer le bien-être de votre population, aujourd'hui, à Manaus ou à Sao Paulo ou à Rio, la priorité, c'est pas forcément d'améliorer les stades et de raser les favelas. Les priorités sont ailleurs. Là, vu la Coupe du Monde et les exigences de la FIFA, vous voyez Alors bien justement, que la ces priorités FIFA, sont pas mises en œuvre. vous me tendez la perche, elle estime que les retombées économiques liées à la compétition seront 3 fois plus importantes que les investissements. Oui, sans doute pour eux, oui, c'est probable. Pas pour le pays. C'est-à-dire qu'il y a une absence de répartition des richesses. Écoutez, après, voilà, c'est cet éternel débat sur quelles vont être les retombées pour le pays. Alors, il y a quelques études qui montrent qu'il y a un petit impact sur le cours de la bourse, des choses comme ça, pour les pays qui gagnent la Coupe du Monde. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux gagner la Coupe du Monde que l'organiser, quoi. Clairement. L'impact pour la population, je suis obligé de vous tacler gentiment, mais il y a tout de même une aura ou un imaginaire par rapport à la Coupe du Monde. Donc les retombées touristiques, certes, elles ne sont pas quantifiables dès maintenant, mais il y aura toujours cette idée. Oui, mais le Brésil est un pays touristique. Je veux dire, il n'avait pas besoin de ça. Le Brésil attire des gens par millions tous les ans, sans Coupe du Monde. Et il y a par ailleurs des gens qui ne vont pas aller au Brésil cet été parce qu'il y a une Coupe du Monde et qui s'attendent à ce que tout soit saturé. Donc, on peut. Peut-être qu'il attire dans nos pays des Croates, par exemple, ou des Bosniaques. Certainement, il y a un petit effet comme ça. Il n'y a aucun doute. Le gouvernement s'attend. Dire que ça va créer de la croissance sur les 3-4 prochaines années, ça me paraît largement illusoire. 0,4%. Voilà, c'est ce qu'attend le gouvernement jusqu'en 2019. Vous pensez que c'est possible ? Moi, quand j'entends un chiffre comme ça, en tant qu'économiste, je pense, j'aimerais voir les études
qui permettent d'établir ce genre de chiffres. Enfin, sur quoi est basée cette prédiction? Je pense que c'est quand même largement de la boule de cristal. Si Est-ce que vous partagez l'avis de certains sociologues, notamment brésiliens, qui remettent en question finalement l'attribution de la Coupe du Monde? Est-ce que ce n'est pas plutôt aux nations fortes, aux pays riches, à les organiser? Est-ce que finalement il y a un intérêt pour ces pays comme là, l'Amérique du Sud, à le faire? On peut se poser la question. Quand on voit que la population d'un pays qui aime autant le football que le Brésil on vient à remettre en question cet événement quand même dans une très large proportion, hein, puisqu'il y a des sondages qui montrent qu'une majorité des gens étaient opposés à l'organisation de cette Ça jouera sur les élections futures, à votre avis? Très probablement. Aujourd'hui, j'ai des amis brésiliens qui me disent que Dilma Rousseff n'est pas sûr d'être réélue. Je veux dire, ça va probablement avoir un impact, effectivement. En tout cas, il vaut mieux que là, le Brésil arrive le plus loin possible. C'est sûr que pour le gouvernement brésilien, encore une fois, il vaut mieux gagner la Coupe du Monde que l'organiser. Si on fait les deux en même temps, disons, c'est un moindre mal. Ouais. Ouais. Merci Frédéric Straub. Je rappelle que vous étiez professeur... Stéphane, oui, Frédéric, j'allais le dire. Voilà. Que vous êtes professeur d'économie. On parlait tout à l'heure, je dis que je l'appelais forcément Frédéric à un moment ou à un autre. Changement de ballon et de destination. Le 15 de France a, en 3 matchs joués, enregistré 3 défaites face à l'Australie. Cette série noire s'est conclue ce week-end sur un score de 39-13 contre la France. Qu'en pense Jean-Charles Carrère, notre spécialiste rugby? Un 3e match qui confirme le premier match, c'est-à-dire une grosse fessée, on peut même dire une branlée chez nous. Je pense qu'ils ne sont pas du tout au niveau, ils se plaignent du top 14 et on est en seconde zone. On est clairement une équipe de 2e division au niveau des nations et il faut que tout le monde se remette en cause et je pense que là il est temps de mettre un petit coup de balai. Je pense qu'il faut changer l'entraîneur. Changer l'entraîneur, changer le système puisqu'il n'y en a pas et arrêter de se plaindre et de pleurer parce que les Gallois ils y sont, les Écossais ils ont changé d'entraîneur, ils ont déjà 2 victoires, les All Blacks sont intouchables. Si on veut faire quelque chose à la Coupe du Monde, il est grand temps de se remettre en question. J'aimerais bien qu'ils me fassent mentir en fait, qu'ils disent que c'était un coup de pompe, que c'était vraiment dû au top 14, qu'en fait les éléments sont là et qu'ils prennent l'exemple du foot pour une fois. Jean-Charles Carrère, désespéré. Le tennisman de l'US Colomiers, Kenny de Shepherd, qui s'était distingué à Wimbledon l'an passé, jouera demain, mardi 24 juin, sur le gazon anglais contre le japonais Nishikori, qui est 12e au classement mondial. Rappelons que notre joueur régional est, lui, au 69e rang. Et puis voilà les petites images. Et puis maintenant, cinéma, mercredi 25 juin à 20h30 à l'Utopia Toulouse. Il y aura l'avant-première du film Du goudron et des plumes de Pascal Rabaté, qui sera d'ailleurs présent au cinéma suite à la projection du film avec son acteur Samy Bouagila. Une comédie sociale voire sportive tournée à Montauban en mai 2013. Une histoire d'amour et d'humour avec entre autres Isabelle Carré autour d'un événement appelé le triathlon de l'été. Le film sortira au niveau national le 9 juillet prochain. Tu me ramènes chez maman. Tu déconnes. J'avoue que je vous comprends pas non plus. Je suis seul et j'avais envie de t'entendre. Le petit nouveau, Christian, à qui on souhaite la bienvenue. Bienvenue, Christian. Vous allez les faire gagner, hein? Moi j'y crois. Hein. Ça, Marc? Je vais demander de nous suivre au commissariat. Stéphane Straub, je suis obligé de vous demander qui va gagner la Coupe du Monde tout de même. D'un point de vue politique et d'un point de vue sportif, qui aimeriez-vous? Un pays d'Amérique latine, si c'est pas la France. Lequel? Le Brésil, pourquoi pas, mais moi j'aime bien le Chili. Il a fait une belle prestation quand même contre l'Espagne. Très bien, merci beaucoup. Merci Pascal. Merci Jean-Marc. À demain, ce sera Jérôme Bollock qui vous retrouverez à cette place.